Bonjour à tous, dans l'une de mes vidéos, je vous ai parlé de la manière dont les groupes de sécurité qui interviennent sur les théâtres de conflit peuvent travailler en collaboration avec les acteurs humanitaires pour participer à la prise en charge des populations qui sont prises en otage sur ces théâtres de conflit, pour que ces populations puissent avoir accès à des services de santé comme la vaccination, surtout les enfants, pour les protéger des formes graves de tuberculose, et comment cette action pouvait permettre à ces groupes de sécurité qui correspondent de plus en plus à la configuration contemporaine des conflits dans le monde, des réalités sur les théâtres de conflit, comment ces actions en faveur des populations peuvent renforcer l'adhésion de ces populations aux actions menées par ces groupes de sécurité afin de faciliter leur action sur le terrain, afin de faciliter le déploiement de leur stratégie, de leur stratégie militaire sur le terrain, comment collaborer avec les travailleurs humanitaires pour l'accès aux populations à des stratégies avancées de santé, de vaccination, en développant des applications numériques. Et je vous ai parlé de ma boutique en ligne, ma boutique où je propose des solutions numériques aux décideurs en santé pour faire face aux problématiques actuelles dans le monde où la plupart des personnes utilisent Internet pour avoir accès à des informations générales et à des informations de santé de façon spécifique, ce qui concerne mon domaine. Donc, je vous ai dit que les personnes intelligentes sont les personnes qui s'adaptent aux habitudes de leur cible. Donc, si on veut atteindre une cible en termes de communication pour le changement de comportement en santé ou en termes d'IEC, information, éducation, communication, on doit s'adapter aux habitudes de sa cible pour améliorer les perceptions de ses cibles, pour améliorer les connaissances de ses cibles, afin d'obtenir une mobilisation, un engagement et une action, voire un changement de comportement. Donc, je vous ai parlé aussi de capsules vidéo que j'avais réalisées avec l'OMS, avec mon association Synergie Santé à Bamako, pour sensibiliser les jeunes, notamment sur les questions relatives à la santé de la reproduction. Nous avons aussi réalisé une capsule pour sensibiliser sur l'excision. Et pour réaliser cette capsule, toujours en partenariat avec l'OMS, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rencontré des notables religieux, j'ai rencontré des acteurs de santé, un médecin chirurgien qui a parlé des conséquences de l'excision, qui est une forme d'ablation, qui est une mutilation féminine, mais qui est une forme d'ablation. Voilà, donc ce médecin chirurgien a parlé des conséquences, des risques de l'excision. Les notables ont parlé de leur perception, mais elle était plutôt négative en lien avec l'excision, parce que eux, ils étaient plutôt en faveur, ceux que j'ai interviewés étaient plutôt en faveur de l'excision qu'ils légitimaient par la pratique de ce acte dans un contexte religieux, alors que l'excision est apparue en Égypte dans un contexte pharaonique. Elle n'a pas grand-chose en lien avec la religion, même si certains contextes religieux ont pu perpétuer cette tradition, mais l'origine vient de l'Égypte, elle ne vient pas de ces religions-là. Et dans ce contexte religieux, cette pratique a pu être perpétuée pour une raison ou pour une autre, notamment le contrôle de l'appétence sexuelle de la femme pour un comportement conforme aux attentes de la famille, de la société, etc. Donc je les ai interviewés parce que ce sont des acteurs qui ont un impact sur la perception des populations. Si on veut obtenir un changement de comportement, on doit les intégrer pour ne pas avoir une stratégie verticale, mais aussi horizontale, où on apporte des informations, mais on collabore aussi avec les personnes sur lesquelles on veut agir, sur lesquelles on veut avoir un impact. Donc, dans ce sens, j'ai interviewé aussi, j'ai fait un micro-trottoir où j'ai interviewé des gens divers pour avoir leur avis. Les avis étaient partagés et mitigés. J'ai interviewé aussi une association de jeunes où la plupart des jeunes avaient un certain niveau d'instruction, ils avaient un niveau d'instruction élevé et ils étaient moins, je dirais, moins influençables par une certaine vision traditionnaliste de la société, parce que c'est des jeunes qui avaient un contact avec d'autres cultures comme la culture occidentale, ce qui leur a octroyé une ouverture d'esprit qui leur permet de faire une synthèse entre des pratiques de leur propre culture qui peuvent être positives ou négatives et les comparer à des pratiques ou cultures d'autres sociétés afin de faire une synthèse sortie des préjugés
et opérer une synthèse qui va leur permettre de sélectionner le meilleur de chaque culture pour pouvoir aller vers une meilleure attitude, une meilleure intégration dans le monde contemporain dans lequel on vit aujourd'hui. Mais d'autres jeunes n'avaient pas eu cette chance-là d'avoir cette ouverture d'esprit, ce contact avec d'autres cultures. Ils ne connaissaient que leur propre culture ou des perceptions un peu erronées à travers la télévision, etc., d'autres cultures qui leur faisaient avoir des préjugés et juger négativement ces autres cultures, et ils étaient certains que c'est ce qu'ils avaient toujours appris, c'est ce que les ancêtres avaient toujours fait, que c'était ça la norme et que c'était comme ça qu'eux ils devaient continuer, que leur fille devait être excisée, sinon elle allait avoir des comportements qui allaient porter atteinte à l'honneur de la famille ou de la société. Donc j'ai donné la parole à tout le monde, aux jeunes qui étaient en faveur parce qu'ils voulaient perpétuer le modèle de leur famille ou de leurs ancêtres parce qu'ils ne connaissaient pas d'autres modèles, aux jeunes qui connaissaient d'autres cultures, qui connaissaient aussi bien leur culture, qui étaient à même de faire des synthèses à l'aide d'informations éclairées. Et c'est pour ça que j'ai interviewé le médecin qui a parlé des risques sur le plan médical. Je suis allée interviewer des femmes victimes d'excision qui avaient souffert de fistules vésico-vaginales, c'est-à-dire elles avaient des fuites urinaires à cause de cette excision. À la suite de l'accouchement, les complications étaient plus présentes à cause de l'excision. Donc, parce que j'avais fait un stage en maternité, un stage obligatoire en tant qu'étudiante en médecine à la commune 5 du district de Bamako, et c'est là-bas d'ailleurs que j'ai fait ma thèse à l'USAC, ma thèse de médecine, et c'est comme ça que j'ai pu me rendre compte des conséquences négatives de l'excision au moment de l'accouchement pour les femmes. Et ces femmes, beaucoup avaient des complications, celles qui avaient subi l'excision, beaucoup avaient des complications, même des hémorragies maternelles, etc. Et donc ça m'avait vraiment sensibilisée. C'est aussi pour ça que j'ai voulu faire ces séries d'émissions vidéo là pour sensibiliser. Donc j'ai interviewé ces femmes fistuleuses de l'hôpital du Point G. Elles ont expliqué comment elles ont été rejetées par leur société, par leur famille, par leur époux à cause de ces fuites urinaires qu'elles avaient. Comment elles ont été mises au banc de la société à cause de ces fuites urinaires. Comment leur dignité humaine a été atteinte à cause de ces fuites urinaires. D'autres ont quitté le village, elles ont subi de multiples opérations, elles portent des couches, etc. Et ces femmes-là, je leur ai promis que j'allais continuer à sensibiliser sur leur cas, et que un jour ou l'autre, j'allais mener des actions pour aider les femmes victimes de fistules vésico-vaginales. J'ai écrit un livre ensuite qui est paru en 2022, un mariage en noir et blanc, parce que je vous ai dit, j'écris aussi des ouvrages de littérature. J'ai même reçu un prix littéraire dans mon pays, au Mali, à l'occasion de la rentrée littéraire en 2022. Mais j'ai parlé de ces filles, j'ai essayé c'était de la littérature, mais mon engagement pour la femme et pour les causes sociales est toujours présent, même dans mes écrits en littérature. Donc j'ai parlé de ces femmes victimes de fistules et comment on pouvait les aider. Dans cette fiction, c'était un médecin français humanitaire qui venait en aide à une association de femmes victimes de fistules vésico-vaginales au Mali. Et ce médecin finalement a subi des problèmes d'intégration dus à des raisons culturelles, religieuses et même politiques, dans un contexte d'intolérance culturelle, d'obstacle au dialogue des peuples, dans un contexte de rejet du modèle occidental, dans un contexte de rejet de l'Occident en général, et comment ces actions humanitaires ont été interrompues. Donc je reviens maintenant à mon sujet de santé. C'est pour vous dire à quel point les intervenants qu'on doit mobiliser pour mener une action de sensibilisation en santé pour obtenir un changement de comportement, à quel point ces intervenants, il faut les choisir avec beaucoup de soins et de précautions. Et sur les théâtres de conflits armés qui sont de plus en plus nombreux, tout le monde est concerné, même au Sahel. On n'aurait jamais pu imaginer qu'un jour, notre pays, cette zone allait être victime de terrorisme, qu'on dit venu de Libye, mais qui viennent plutôt d'Afghanistan. C'est là le nœud du problème. Et en Asie centrale, il y a des conflits. En Afrique, il y a des conflits un peu partout. En Russie, on a même un risque de conflit mondial. Donc, les groupes de sécurité privés sont une réalité. Ils sont de plus en plus présents sur les théâtres de conflit. Et ce sont des acteurs qu'on ne peut plus ignorer dans le domaine de l'humanitaire. Et même les institutions internationales qui mènent des actions pour la paix, pour apporter une aide
aux populations qui sont victimes de ces théâtres de conflits, de ces conflits armés, ne peuvent plus composer sans ces groupes de sécurité qu'elles doivent intégrer dans leurs actions. Donc c'est une manière d'engager ces parties prenantes-là et peut-être même d'aller vers la résolution de certains conflits, parce que certains conflits ont une dimension hydrique. Je reviens maintenant à la question de la gestion des ressources naturelles dans les conflits armés. Et il y a un stratège asiatique qui disait que celui qui avait le plus de chances d'obtenir une victoire en cas de conflit armé, c'est celui qui contrôlait les possessions de l'ennemi. Donc, contrôler les ressources naturelles comme l'eau sont une stratégie, une tactique militaire qui est bien connue. Et ces groupes de sécurité qui interviennent sur ces théâtres, en les engageant en tant que partie prenante dans les processus de paix, dans les processus humanitaires d'accès aux populations, que ce soit par la santé ou pour agir pour l'accès à l'eau, à l'assainissement, etc. On peut agir en faveur de la résolution de certains conflits. On peut agir pour la paix, on peut agir en tout cas pour une meilleure prise en charge des populations. Et c'est pour cela que je vous ai parlé d'applications numériques au début de ma présentation, pour vous dire comment ces applications numériques peuvent être utilisées dans le cadre d'une collaboration entre des acteurs humanitaires et des groupes de sécurité privés qui interviennent sur les théâtres de conflit pour atteindre les populations, pour améliorer l'accès aux populations, pour améliorer l'accès de ces populations à l'eau, à des services de santé et même à des services d'assainissement. Donc je vous en dirai plus dans une deuxième vidéo que je vais partager bientôt. Je ne veux pas parler de trop de sujets à la fois. Pour résumer, je vous parle aujourd'hui des groupes de sécurité qui interviennent sur les théâtres de conflit, de la manière dont on peut, les acteurs humanitaires ou les associations, les institutions internationales qui interviennent sur les théâtres de conflit, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, peuvent, en engageant ces parties prenantes que sont ces groupes de sécurité, avoir accès aux populations pour apporter des services de santé comme la vaccination, pour apporter des services comme l'accès à l'eau potable ou des services d'assainissement. Et je vous ai parlé de la manière dont le numérique pouvait être utilisé pour mener des actions de santé, d'information pour l'éducation, communication ou des campagnes pour le changement de comportement, de la communication pour le changement de comportement, comment le numérique pouvait être utilisé. J'ai pris l'exemple de ces productions vidéo que j'avais faites quand j'étais étudiante en médecine avec mon association de santé et en partenariat avec l'OMS pour mener des actions de sensibilisation en utilisant ces supports audiovisuels, en utilisant aussi le numérique. Et je vais revenir sur ce sujet dans une deuxième présentation où je vous présenterai en détail comment le numérique peut être utilisé pour mobiliser, pour engager des acteurs comme les combattants, les groupes de sécurité sur les théâtres de conflit afin de mener des actions dans le cadre de la protection des populations, dans le cadre de l'accès à des services de base. Merci.